Dans les eaux glacées de la mer du Nord, où les vents hurlent comme des loups affamés et les vagues s'élèvent en montagnes liquides, persiste une légende qui fait encore frissonner les hommes. C'est l'histoire de Thorfinn, surnommé « briseur de tête », un nom qui résonne à travers les siècles, tel un cri de guerre jailli du Valhalla lui-même. Quand les anciens murmurent son nom autour des feux, les enfants se serrent contre leurs parents, et les guerriers serrent les poignets de leurs armes. Ce n'était pas simplement un combattant, c'était une force de la nature incarnée, un démon parmi les mortels, brandissant le fer et laissant derrière lui une traînée de terreur s'étendant d'un horizon à l'autre. Les îles Orcades émergent des flots septentrionaux, telles les dents d'un géant endormi, point stratégique contrôlant les voies maritimes entre la Scandinavie et les îles britanniques. Ces terres rocheuses, battues par les vents, servaient de bastion avancé aux Vikings, une forteresse naturelle d'où partaient d'innombrables expéditions portant le feu et l'épée sur les côtes de l'Écosse, de l'Irlande et au-delà. C'est ici, sur ces îles arides et hostiles, que naquit celui qui deviendrait le plus redouté des seigneurs nordiques. Le XIe siècle après Jésus-Christ marqua l'apogée de l'expansion viking, une ère où seule la violence garantissait le pouvoir et où la faiblesse signifiait mort certaine. Les mers bouillonnaient de dracars fendant les flots comme des lames, transportant des guerriers assoiffés de gloire et de richesse. C'était un temps où les dieux semblaient marcher parmi les hommes, où Thor martelait les tempêtes et Odin murmurait des stratégies aux oreilles des jarls. Dans ce monde brutal et impitoyable, où seuls les plus féroces survivaient pour raconter leurs exploits, émergea une figure dépassant même les standards sanglants de son époque. Les Orcades n'étaient pas de simples rochers dans l'océan, mais le cœur battant d'un empire maritime, s'étendant comme une toile de fer sur l'Atlantique Nord, qui contrôlait ces îles, maîtrisait le commerce, les routes de guerre et les destins de milliers d'âmes. C'était ici que les destins se forgeaient dans le feu des batailles, où des hommes ordinaires devenaient légendes, et les légendes, cauchemars. Le vent qui soufflait sur ces îles portait non seulement le sel marin, mais aussi l'odeur du sang versé et la promesse de nouvelles violences à venir. Thorfinn naquit à une époque où la force brute déterminait non seulement la survie, mais l'identité même d'un homme. Être courageux ne suffisait pas. Il fallait être impitoyable. Vaincre ne suffisait pas, il fallait terrifier. Et au sein de cette culture de violence extrême, il émergea comme une entité au-delà de l'humain, créature forgée dans les fourneaux de la guerre et trempée dans le sang des ennemis. Son nom se répandait sur les eaux glacées, tel un fléau, infectant les cœurs d'une peur primale que même les plus braves ne pouvaient surmonter. Les tempêtes fouettant les Orcades semblaient s'incliner devant sa présence, et les mers séparant les îles du continent devenaient des routes pour sa fureur. Chaque vague brisant les rochers murmurait ses conquêtes, chaque rafale de vent portait l'écho des cris de bataille et des lamentations des vaincus. La nature elle-même semblait reconnaître en lui un esprit sauvage indomptable, une force élémentaire utilisant la violence non comme outil, mais comme langage. Thorfinn vit le jour sur les roches froides des Orcades, fils de la puissante dynastie régnant sur ces îles stratégiques depuis des générations. Sa lignée remontait aux premiers Vikings, ayant foulé ces terres désolées, guerriers ayant conquis chaque pouce de roche avec sang et fer. Les jarls des Orcades n'étaient pas de simples nobles, mais des prédateurs couronnés, comprenant que le pouvoir venait non des titres héréditaires, mais de la capacité à inspirer la terreur et à commander le respect par la force brute. Naître dans cette famille signifiait hériter non seulement de terres et de trésors, mais d'une soif insatiable de conquête coulant dans les veines tel un feu liquide. Dès qu'il put tenir une épée, Thorfinn fut façonné pour la guerre. Son éducation ne connaissait ni livre ni parchemin, seulement le poids du fer dans ses mains et le sifflement des lames dans l'air. À 5 ans, il maniait déjà une dague avec la dextérité d'un vétéran. À 8, il maîtrisait la hache de guerre avec une précision stupéfiante. À 10, il ramait un navire de guerre à travers les eaux traîtresses de la mer du Nord, comme s'il était né sur les vagues.
Chaque jour était une leçon de violence, chaque aube une chance de devenir plus mortel que la veille. Les maîtres d'armes qui l'entraînèrent étaient des hommes dont les cicatrices racontaient 100 batailles. Ils enseignaient non seulement les techniques de combat, mais la mentalité du prédateur, la pitié et faiblesse, l'hésitation et mort, seuls les impitoyables méritent de respirer. Sous leur instruction brutale, le jeune Thorfinn développa non seulement des muscles de fer, mais un cœur pompant de la glace plutôt que du sang. Chaque entraînement était un combat réel, chaque assaut une lutte pour la vie, chaque erreur punie par une douleur gravant les leçons dans la chair et l'os. La tradition viking méprisait l'idée que le sang noble garantisse le leadership. Un jarl devait prouver sa valeur non par des parchemins, mais par des ennemis tués et des territoires conquis. Thorfinn comprit cela dès l'enfance, observant comment son père et ses oncles régnaient non par décret, mais par la crainte respectueuse qu'ils inspiraient. Chaque décision importante était précédée de démonstrations de force, chaque négociation soutenue par la menace implicite d'une violence dévastatrice pour quiconque oserait défier leur autorité. L'entraînement militaire de Thorfinn dépassait les armes conventionnelles. Et il apprit à lire les courants marins comme un livre ouvert, à prédire le temps en observant le vol des oiseaux, à traquer les ennemis via des empreintes quasi invisibles sur la roche humide. Ses professeurs étaient non seulement des guerriers, mais des explorateurs ayant navigué jusqu'aux confins du monde connu, des marchands connaissant les meilleures armes et les mercenaires les plus mortels. Chaque compétence acquise devenait un outil de destruction. Chaque savoir une arme contre ceux se dressant sur son chemin. À 15 ans, Thorfinn participa à sa première expédition réelle, non comme observateur, mais comme combattant actif. La tradition familiale exigeait que les héritiers prouvent leur valeur dans le sang avant d'être dignes de leur nom. Lors de ce premier raid contre un village écossais, le jeune viking ne se contenta pas de combattre. Il se distingua par une brutalité choquant même les vétérans. Tandis que d'autres cherchaient trésors ou esclaves, Thorfinn semblait uniquement intéressé à tester les limites de la violence qu'il pouvait infliger, comme si chaque coup de hache était une question posée aux dieux sur jusqu'où un homme peut aller avant de cesser d'être humain. L'ascension de Thorfinn au rang de jarl des Orcades ne fut pas une succession douce, mais une escalade sanglante laissant des cicatrices permanentes dans la politique locale. À la mort de son père, tué par des pirates irlandais, plusieurs prétendants émergèrent, parents éloignés ou alliés revendiquant le trône. Thorfinn régla ses conflits à sa manière, fer et feu. Lors d'une nuit de carnage appelée la Purge Rouge, il élimina tous les rivaux potentiels, non par empoisonnement ou complot, mais en les affrontant en combat singulier. Les corps furent exposés sur les remparts, avertissement à quiconque doutant encore de son autorité. Ses premières campagnes en tant que jarl furent des expéditions calculées pour établir sa réputation et tester la résistance des voisins. Les tribus écossaises des Highlands, habituées aux raids vikings sporadiques, n'étaient pas préparées à l'intensité systématique des attaques de Thorfinn. Ils ne se contentaient pas des pillages traditionnels. Ils préféraient des campagnes laissant des marques psychologiques permanentes. Ces troupes descendaient sur les villages comme des tempêtes d'acier, mais restaient assez longtemps pour que chaque habitant comprenne précisément qui avait apporté cette destruction. Les clans irlandais des côtes occidentales apprirent vite à reconnaître les dracars de Thorfinn à la forme distinctive de leur voile et à la formation de batailles maintenues même en navigation. Quand ces navires apparaissaient à l'horizon, les villages se vidaient, tandis que les habitants fuyaient vers les montagnes. Mais Thorfinn avait développé des tactiques spécifiques pour contrer cette fuite, utilisant des cavaliers rapides pour encercler les réfugiés et les forcer à choisir entre retourner affronter ses troupes ou mourir lentement de faim et de froid en altitude. La réputation liée au surnom de briseur de tête ne naquit pas d'exagération, mais de témoignages viscéraux de survivants ayant vu sa brutalité de leurs yeux. Contrairement à d'autres chefs vikings déléguant la violence extrême, Thorfinn menait personnellement les aspects les plus brutaux de chaque bataille.
Ses armes préférées étaient des haches de guerre personnalisées, forgées pour maximiser les dégâts au crâne et os. Il développait des techniques privilégiant non l'efficacité meurtrière, mais la terreur psychologique extraite du processus de tuer. Les récits de ces méthodes d'exécution se répandirent comme un feu dans les terres celtes, chaque version plus horrifique que la précédente. Les prisonniers importants n'étaient pas simplement décapités, ils subissaient des rituels de violence conçus pour briser non seulement les corps, mais les esprits. Thorfinn avait transformé la torture en art martial, utilisant la douleur prolongée comme outil d'interrogatoire et la menace de souffrance extrême comme instrument diplomatique. Des chefs tribaux, autrefois prêts à résister jusqu'à la mort, commencèrent à se rendre à la simple vue de ces troupes, préférant la honte de la capitulation à la terreur de ses persuasions. Chaque victoire ajoutait des couches au mythe grandissant autour de lui. Les soldats ayant combattu à ses côtés racontèrent sa résistance surnaturelle à la fatigue et à la douleur, sa capacité à se battre des heures sans montrer de signes d'épuisement, son aptitude apparemment surnaturelle à anticiper les mouvements ennemis. Ces récits, mêlés à la peur naturelle inspirée par sa brutalité, créèrent une aura d'invincibilité devenue l'une de ses armes les plus puissantes. Les ennemis commençaient les batailles déjà à moitié vaincus, leurs nerfs brisés par l'anticipation de la souffrance à venir. Les Highlands écossaises, avec leurs montagnes embrumées et leurs vallées vertes traversées de rivières cristallines, devinrent le théâtre de certaines des campagnes les plus dévastatrices de Thorfinn. Les rois écossais, voyant les Orcades comme une menace constante, organisèrent des expéditions pour reprendre ces îles stratégiques. Chaque tentative d'invasion fut accueillie non seulement par de la résistance, mais par des campagnes de représailles portant la terreur au cœur des Highlands. Thorfinn avait compris que la meilleure défense était une offensive si brutale qu'elle découragerait toute agression future. Les premières expéditions punitives furent soigneusement planifiées pour maximiser à la fois les dégâts matériels et l'impact psychologique. Au lieu de cibler uniquement des objectifs militaires ou économiques, Thorfinn développa une stratégie de terreur totale, incluant la destruction systématique de tout ce qui donnait un sens à la vie des clans écossais. Les châteaux étaient rasés jusqu'aux fondations, mais auparavant, leurs bibliothèques brûlées publiquement, leurs symboles héraldiques profanés, leurs reliques familiales transformées en trophées de guerre. Chaque attaque visait à humilier autant qu'à détruire, brisant l'orgueil ancestral, soutenant la résistance écossaise. La tactique de terre brûlée mise en œuvre par Thorfinn dans les Highlands dépassa tout ce que les Écossais avaient connu. Ces troupes ne se contentaient pas de piller et partir, elles restaient assez longtemps pour s'assurer qu'aucune reconstruction ne serait possible. Les champs étaient non seulement brûlés, mais salés pour empêcher les futures cultures. Les puits empoisonnés avec des carcasses en décomposition, les greniers et entrepôts détruits juste avant les récoltes, forçant des populations entières à affronter l'hiver sans réserve. Une guerre conçue pour briser non seulement la capacité militaire des ennemis, mais leur volonté même de continuer à exister en tant que peuple. Les expéditions à travers les Highlands prirent un caractère quasi rituel, Thorfinn établissant des schémas spécifiques pour chaque type de destruction. Les villages étaient attaqués à l'aube, quand les habitants dormaient encore, incapables d'organiser une défense. Les gens étaient forcés d'assister à la destruction de tout ce qu'ils avaient construit sur des générations, puis devaient choisir entre mort immédiate ou exil perpétuel. Ceux partant recevaient des blessures caractéristiques, les marquant à vie comme survivants des attaques de Thorfinn. Avertissement ambulant pour d'autres communautés. La peur inspirée par Thorfinn transcenda rapidement la frontière entre réalité et superstition. Les mères écossaises commencèrent à utiliser son nom pour effrayer les enfants désobéissants, racontant des histoires sur le démon nordique venant chercher ceux ne dormant pas à l'heure. Des guerriers vétérans développèrent des rituels superstitieux pour se protéger de son influence maléfique, portant amulettes et récitant prières censées neutraliser sa violence surnaturelle.
La simple mention de son nom en conseil de guerre suffisait à faire repenser les stratégies de confrontation directe à des hommes pourtant courageux. Les légendes circulant sur Thorfinn à cette époque le dépeignaient comme une entité au-delà de l'humain, une créature ayant pactisé avec des forces obscures pour un pouvoir destructeur illimité. On parlait de sa capacité à combattre sans dormir pendant des jours, de sa résistance magique à des blessures mortelles pour d'autres, de son aptitude à inspirer une terreur paralysante d'un simple regard. Ces mythes, bien qu'exagérés, reposaient sur des observations réelles de ses capacités physiques extraordinaires et de son apparente indifférence à la douleur, la sienne et celle d'autrui. Il était devenu non seulement un ennemi militaire, mais une force de la nature personnifiée, un cauchemar marchant sur deux jambes et brandissant des haches au lieu d'éclairs. Le règne de Thorfinn sur les Orcades évolua d'une simple direction militaire vers un contrôle absolu mêlant gouvernance traditionnelle et intimidation systématique. Il comprit vite que maintenir le pouvoir exigeait un équilibre délicat entre être respecté comme chef et redouté comme prédateur. Ses sujets devaient croire en sa capacité à les protéger des menaces extérieures, tout en sachant que tout défi à son autorité aurait des conséquences terribles. Cette dualité transforma les Orcades en un royaume où la loyauté n'était pas seulement attendue, mais exigée par des démonstrations constantes de force. Les routes maritimes de l'Atlantique Nord devinrent des extensions du pouvoir de Thorfinn, contrôlées par une combinaison de forces navales et d'accords commerciaux sous la menace de violence. Les marchands tentant de traverser ces eaux sans payer tribut aux Orcades découvraient vite que les mers grouillaient de dracars, prêts à intercepter tout navire non autorisé. Mais contrairement à la simple piraterie, Thorfinn avait développé un système sophistiqué de taxation maritime générant des revenus constants tout en maintenant le commerce. Ceux payant les tributs requis recevaient une protection réelle contre d'autres prédateurs, transformant ses troupes en une sorte de marine marchande armée. Le contrôle des routes entre Irlande, Écosse et Norvège donna à Thorfinn une influence bien au-delà des frontières de son territoire. Il pouvait accélérer ou ralentir le flux d'informations entre royaumes, manipuler la disponibilité de ressources spécifiques, influencer le résultat de conflits lointains en contrôlant l'accès aux armes et fournitures. Cette position stratégique fit des Orcades le centre d'une toile d'influence s'étendant à travers toute l'Europe du Nord, avec Thorfinn comme intermédiaire armé entre différentes factions politiques. Dans ses propres terres, Thorfinn mit en place un système de gouvernance reposant autant sur l'efficacité administrative que sur la terreur psychologique. Les familles rivales, ayant contesté l'autorité de ses prédécesseurs, furent systématiquement éliminées ou absorbées par des mariages forcés, garantissant leur loyauté via des otages humains. Les jarls mineurs, administrant des îles spécifiques, bénéficiaient d'une autonomie considérable pour les affaires locales, mais savaient qu'une tentative d'indépendance réelle entraînerait des visites personnelles de Thorfinn rarement favorables aux rebelles. Il avait créé une structure féodale où la peur était le ciment unissant toute la construction politique. Les démonstrations publiques d'autorité devinrent des événements réguliers aux Orcades, rituels soigneusement orchestrés pour rappeler à la population qui contrôlait réellement leur destin. Les exécutions de criminels ou traîtres étaient transformées en spectacles élaborés, servant à la fois à divertir et à éduquer les spectateurs sur les conséquences de la désobéissance. Thorfinn participait personnellement à ces cérémonies, non seulement comme autorité ordonnant les punitions, mais comme exécuteur démontrant sa disposition personnelle à user de violence si nécessaire. Ces expositions créaient une atmosphère où la loi et l'ordre étaient maintenus non par des institutions abstraites, mais par la présence physique constante d'un homme capable de violence extrême. La loyauté des troupes fut garantie par une combinaison de récompenses généreuses et de punitions exemplaires, montrant clairement que servir sous Thorfinn était à la fois la plus grande opportunité et le plus grand risque qu'un guerrier pouvait affronter. Les soldats faisant preuve de courage et de compétence recevaient non seulement trésors et terres, mais accès à des campagnes prestigieuses
offrant des chances de gloire personnelle. Se montrant lâcheté ou déloyauté, découvrait que la mort au combat était une miséricorde, comparée à ce que Thorfinn réservait aux traîtres. Cette politique créa une élite militaire farouchement loyale, composée d'hommes sachant que leur survie dépendait non seulement de leurs compétences martiales, mais de leur capacité à satisfaire les standards impossibles de leur chef. Le pouvoir absolu de Thorfinn commença à engendrer des conspirations fermentant dans l'ombre, tel un poison lent, menaces ne pouvant être affrontées par Hache ou Drakkar. D'autres chefs vikings, observant la croissance incontrôlée de son influence, formèrent des alliances secrètes destinées à contenir ce qu'ils voyaient comme une menace existentielle à l'équilibre traditionnel du pouvoir nordique. Ces conspirations différaient des conflits ouverts que Thorfinn maîtrisait aisément. Elles étaient des toiles d'intrigue tissées par des hommes comprenant qu'affronter directement serait suicidaire, mais reconnaissant aussi que permettre sa croissance continue les détruirait éventuellement. Les clans écossais survivants, après des années souffrant de ces campagnes dévastatrices, développèrent une nouvelle stratégie basée sur la patience et la subterfuge. Au lieu de tenter de confronter ces forces directement, ils se concentrèrent sur la corruption de ses lignes d'approvisionnement, la dissémination de discorde parmi ses alliés, transformant ses propres victoires en graines de destruction future. Des agents écossais s'infiltrèrent dans les marchés vendant armes et provisions aux Orcades, des marchands apparemment loyaux introduisant graduellement des défauts subtils dans des équipements critiques, des informateurs transmettant des renseignements militaires à des ennemis lointains. Les rivalités au sein même de la famille de Thorfinn représentaient peut-être la menace la plus dangereuse, car venant de personnes connaissant intimement ses forces et faiblesses. Cousins et neveux ayant grandi dans son ombre, observant son ascension au pouvoir, commencèrent à se demander si un homme si dépendant de la violence pouvait vraiment maintenir la stabilité à long terme. Ses proches parents avaient accès à des informations que des ennemis externes ne pourraient jamais obtenir, connaissaient ses habitudes personnelles, ses routines de sécurité, les personnes en qui il avait le plus confiance. Leur conspiration était particulièrement insidieuse, car elle pouvait utiliser l'intimité familiale comme arme. Les propres victoires de Thorfinn commencèrent à créer des problèmes non anticipés, générant des ennemis d'un type entièrement nouveau. Des marchands ayant perdu des fortunes quand il réorganisa les routes commerciales de l'Atlantique Nord commencèrent à financer secrètement toute force s'opposant à lui. Des nobles de royaumes lointains, jamais directement attaqués, mais comprenant les implications à long terme de son expansion, envoyèrent des ressources à ses ennemis. Même certains de ses propres alliés commencèrent à craindre que leur association avec lui n'attire éventuellement des représailles insupportables. La paranoïa consumant Thorfinn durant cette période n'était pas irrationnelle, mais une réponse logique à des menaces réelles se multipliant dans toutes les directions. Il développa des systèmes élaborés de sécurité personnelle, mais découvrit que chaque précaution supplémentaire créait de nouvelles vulnérabilités. Goûter la nourriture pour détecter les poisons exigeait de faire confiance aux goûteurs. Utiliser des gardes du corps exigeait de faire confiance à des guerriers ayant leur propre famille et loyauté. Même ces espions les plus fiables pouvaient travailler pour plusieurs maîtres, vendant des informations aux meilleurs payeurs. La violence, son outil le plus efficace, devenait inutile contre des ennemis refusant de se révéler. Les légendes circulant sur Thorfinn durant cette période dépeignaient un homme devenu prisonnier de son propre succès. Un prédateur si efficace qu'il avait éliminé toutes les proies évidentes et faisait désormais face à des menaces invisibles et intangibles. On parlait de nuits blanches passées à arpenter les remparts de ces châteaux, de réunions avec des conseillers, se terminant par des exécutions soudaines quand quelqu'un disait quelque chose ressemblant à de la trahison. Il était devenu un homme ne craignant pas les batailles ouvertes contre des milliers d'ennemis, mais tremblant à l'idée d'un poignard dans le dos venant de quelqu'un en qui il avait confiance. La terreur qu'il avait inspirée à d'autres commençait à se retourner contre lui, transformant chaque ombre en menace potentielle, chaque silence en possible conspiration.
Les dernières années du règne de Thorfinn furent marquées par une intensification de la violence, dépassant même ses propres standards brutaux antérieurs, comme s'il tentait de résoudre par la carnage ce que la diplomatie et la stratégie ne pouvaient éliminer. Ces dernières campagnes prirent un caractère désespéré. Opérations militaires conçues non seulement pour conquérir territoire ou ressources, mais pour envoyer un message si terrible qu'il découragerait définitivement toute opposition future. Il avait compris qu'il luttait contre le temps autant que contre des ennemis humains et que chaque bataille pouvait être sa dernière chance de cimenter son legs à travers la peur. La campagne contre les derniers clans écossais indépendants devint une croisade personnelle, consommant ressources et énergie à une échelle sans précédent. Thorfinn mobilisa pratiquement toutes les forces disponibles aux Orcades pour une série d'opérations coordonnées visant à éliminer toute capacité écossaise de résistance organisée. Mais contrairement à ses expéditions antérieures, caractérisées par une planification soignée et une exécution précise, ces campagnes finales montraient des signes d'urgence et même de désespoir. C'était comme s'il courait contre une horloge invisible, tentant de compléter un agenda de destruction avant que des forces hors de son contrôle ne l'empêchent de continuer. Les méthodes employées dans ces dernières batailles choquèrent même ses propres partisans, vétérans endurcis ayant participé à des années de violence extrême. Les prisonniers n'étaient pas simplement exécutés, ils subissaient des rituels de torture si élaborés qu'ils semblaient avoir des objectifs au-delà de la simple intimidation. Des villages entiers étaient non seulement pillés, mais transformés en scènes d'horreur soigneusement orchestrées, avec des corps disposés de manière créant des messages visuels spécifiques pour quiconque découvrant les lieux plus tard. Thorfinn avait développé un langage de la violence, communiquant non seulement le pouvoir, mais une forme de folie contrôlée encore plus terrifiante que la simple brutalité. Les propres troupes de Thorfinn commencèrent à montrer des signes de fatigue et même de réticence face aux exigences croissantes de son leadership. Des guerriers l'ayant fidèlement suivi pendant des années commencèrent à se demander, dans des conversations murmurées loin de ses oreilles, si les campagnes servaient encore à des objectifs stratégiques réels ou s'étaient transformées en manifestation d'une compulsion personnelle qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Certains vétérans les plus expérimentés développèrent des maladies opportunes, les empêchant de participer aux expéditions les plus extrêmes, tandis que d'autres disparaissaient simplement pendant la nuit, préférant l'exil à la complicité dans des atrocités dépassant leurs propres limites morales. La résistance à laquelle Thorfinn faisait face avait aussi évolué, devenant plus sophistiquée et implacable. Ses ennemis avaient appris à utiliser sa propre brutalité contre lui, documentant ses atrocités et diffusant des récits servant d'outils de recrutement pour quiconque voulant s'opposer à lui. Chaque campagne de terreur qu'il lançait générait non seulement des victimes, mais des survivants devenant des évangélistes de sa propre destruction, des personnes dont la seule raison de vivre était devenue la quête de vengeance. Il créait involontairement un réseau d'ennemis unis, non par la politique ou la religion, mais par une haine partagée pour un homme ayant transcendé les limites de la cruauté humaine normale. Les légendes sur les dernières batailles de Thorfinn décrivent un homme devenu prisonnier de sa propre réputation, forcé d'escalader constamment la violence pour maintenir la peur, sa principale source de pouvoir. On parle d'un guerrier combattant avec une fureur, frôlant le surnaturel, mais montrant aussi des signes d'épuisement profond, comme si le poids de toutes les atrocités commises exigeait enfin son prix. Des témoins décrivaient des yeux ne reflétant plus la froideur calculatrice des années précédentes, mais une sorte de faim vide, jamais rassasiée, une soif de destruction devenue plus grande que l'homme la portant. C'était comme si Thorfinn était devenu un avatar de la violence pure, une créature existant uniquement pour transformer la vie en mort, l'ordre en chaos, l'espoir en désespoir. La fin arriva non par une grande bataille épique ou une conspiration élaborée, mais de manière presque anticlimatique, comme si l'univers s'était simplement lassé de soutenir une force si destructrice. Certains récits suggèrent qu'il mourut au combat,
finalement vaincu par des ennemis, ayant appris à utiliser sa propre impatience contre lui. D'autres versions affirment qu'il fut trahi par quelqu'un de proche. Une fin appropriée pour un homme ayant passé ses dernières années à suspecter toutes les ombres. Mais toutes les histoires s'accordent sur le fait que sa mort marqua la fin d'une ère aux Orcades, l'effondrement d'un système de pouvoir basé entièrement sur la capacité d'un seul homme à inspirer une terreur absolue. Avec son départ, la peur ayant maintenu les ennemis à distance et les alliés obéissants s'évapora comme une brume matinale, ne laissant que le vide d'un royaume construit sur des fondations de terreur ne pouvant survivre à l'absence de son principal architecte. La mort de Thorfinn créa un vide de pouvoir, résonnant à travers le monde viking comme des ondes de choc invisibles, révélant la fragilité de la structure politique qu'il avait construite par la violence pure. Dans les semaines suivant sa disparition, les Orcades plongèrent dans une guerre civile, consumant une grande partie de la richesse et des ressources accumulées durant ces années de conquête. Les jarls mineurs, s'étant soumis à son pouvoir, commencèrent à revendiquer leur indépendance. Les marchands ayant payé des tributs pendant des années refusèrent de continuer à financer un système sans son leader terrifiant. Les ennemis maintenus à distance par la peur commencèrent à tester les défenses désormais affaiblies des îles stratégiques. La mémoire de Thorfinn, cependant, se révéla plus durable que toute structure politique qu'il avait construite. Son nom se répandit à travers les sagas nordiques, non comme celui d'un héros traditionnel, mais comme quelque chose de plus complexe et troublant. Une figure représentant simultanément l'apogée du pouvoir viking et ses excès les plus destructeurs. Les bardes et conteurs découvrirent que mentionner le briseur de tête garantissait l'attention totale de leurs auditoires, non parce que les gens admiraient ses actions, mais parce qu'il incarnait un type de terreur fascinante, transcendant l'expérience humaine normale. Il était devenu un archétype de la violence extrême, un modèle contre lequel d'autres guerriers mesuraient leur propre brutalité. Les histoires sur Thorfinn évoluèrent à travers les générations, chaque nouvelle version ajoutant des couches supplémentaires d'horreur et d'exagération, transformant l'homme historique en une sorte de démon mythologique. Les récits sur sa force physique atteignirent des proportions surnaturelles. Les histoires sur sa cruauté inclurent des détails si extrêmes qu'ils frôlaient l'impossible. Les descriptions de ses batailles prirent des caractéristiques épiques, mêlant réalité historique et éléments fantastiques. Ce processus de mythification servit à de multiples fins. Il permettait aux gens de traiter le traumatisme d'avoir connu ou entendu parler de quelqu'un d'aussi destructeur, mais créait aussi une forme de divertissement morbide, satisfaisant les curiosités obscures sur les limites de la nature humaine. Le surnom ayant défini son identité durant sa vie devint une marque permanente dans la conscience collective des peuples du Nord. Un symbole transcendant sa personne historique pour représenter des concepts plus larges sur le pouvoir, la terreur et les conséquences de la violence incontrôlée. Briseur de tête apparu dans des contextes totalement dissociés de sa biographie réelle, utilisé comme métaphore pour toute force destructrice semblant transcender les limites normales de cruauté. Les parents utilisaient son nom pour discipliner les enfants désobéissants. Les guerriers invoquaient sa mémoire avant des batailles particulièrement brutales. Les politiciens faisaient des références obliques à lui quand ils voulaient suggérer qu'ils étaient capables de violences extrêmes sans menacer explicitement. La véritable mesure de l'impact de Thorfinn sur l'histoire peut être vue non seulement dans ce qu'il construisit, mais dans ce que sa mémoire détruisit dans les générations suivantes. Sa réputation devint un outil que d'autres leaders utilisèrent pour justifier leurs propres atrocités, un précédent historique permettant des niveaux de cruauté autrement inacceptables. Des commandants confrontés à la résistance pouvaient invoquer son exemple pour justifier des méthodes extrêmes. Des diplomates utilisaient des références à lui comme menaces implicites durant les négociations. Même des rois légitimes découvrirent que mentionner son héritage viking suffisait à décourager les défis à leur autorité. Il avait involontairement créé un modèle de leadership par la terreur continuant d'influencer la politique européenne longtemps après sa mort.
Le legs ultime de Thorfinn briseur de tête ne fut pas les territoires qu'il conquit ou les richesses qu'il accumula, mais la peur pure que son nom continua d'inspirer des siècles après que ses os se furent transformés en poussière. Il avait accompli ce que peu de mortels atteignent, transcender complètement son existence physique pour devenir une idée, un concept, une force psychologique existant indépendamment de toute réalité matérielle. Dans les mots murmurés des mères effrayées, les cauchemars des guerriers vétérans, les menaces voilées des négociateurs politiques, le briseur de tête continuait de vivre, de tuer, de répandre la terreur à travers un monde qui ne pourrait peut-être jamais oublier complètement que des hommes comme lui avaient marché parmi les vivants. Sa véritable conquête ne fut aucun royaume terrestre, mais un espace permanent dans le côté obscur de l'imagination humaine, où il régnerait pour toujours comme roi absolu des cauchemars que les hommes créent les uns pour les autres. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et laissez votre commentaire. C'est la chaîne Empereur. À la prochaine.